Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Bonsoir, les vraies voix prennent l'air chaque mercredi de ce mois de juillet. Une émission air et mer donc ce soir. L'air avec sa pollution tant urbaine que rurale, à l'extérieur et dans nos habitations. Et puis la grande bleue qui lutte contre ces satanés plastiques et tout le reste, comme la concentration de mercure entre autres. Nos spécialistes vous donnent les clés ce soir pour un monde plus respirable, si j'osais plus buvable. Bonsoir François Laine, vous êtes éditeur du site pressesanté.com, journaliste spécialisé depuis plus de 25 ans. Tout à fait. Vous dites pas Frédéric. Bonsoir dans le micro, vous vous rapprochez pas du micro. Il faut se rapprocher vraiment. Ah bah oui, bien sûr, bah oui, voilà. Bon, vous êtes notre fil rouge, on va ouvrir le premier thème. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Ouais, c'est un petit peu plus après même. L'air que l'on respire suscite de nombreuses interrogations. Avons-nous raison de nous inquiéter? Au premier rang des inquiétudes, donc les habitants des villes. C'est la raison pour laquelle nous recevons Pierre Pernaut, ingénieur chez Airparif et directeur de communication. Bonsoir. Bonsoir. Bien, alors messieurs, cet air urbain, il est tellement décrié, tellement montré du doigt. On peut rappeler précisément, François Laine, que l'habitant des villes, la pollution, il en est victime. Bien sûr, l'OMS chiffre à peu près à 8 millions de morts par an. Les gens qui décèdent en raison d'une pollution atmosphérique trop importante, c'est à peu près 700 000 en Europe et je crois 70 000 en France. Nous sommes évidemment en zone urbaine exposée, mais comme vous l'avez déjà mentionné, pas que, en zone rurale aussi, et à l'intérieur des habitations aussi. On en reparlera ensemble, mais il y a à peu près 5 polluants majeurs dans l'atmosphère qui sont à surveiller. Alors, Pierre Pernaut, rappelons les objectifs d'Airparif que vous représentez. Alors, Airparif, c'est une association agréée de surveillance de la qualité de l'air, comme il en existe une dans chaque région, en fait, et c'est des associations indépendantes qui se basent sur une expertise scientifique pour justement surveiller et informer sur la pollution de l'air. Donc ça permet d'avoir des données fiables pour notamment évaluer les politiques publiques, mais aussi informer le public. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Île-de-France déjà? Alors on va parler de l'ensemble de nos villes, mais sur l'Île-de-France. Alors sur l'Île-de-France, on peut dire plusieurs choses. On peut déjà rappeler que la qualité de l'air, elle s'améliore depuis 20 ans, même un peu plus, puisqu'en 20 ans, on a quand même divisé par 2 les niveaux pollution, notamment pour les fameuses particules fines. On commence par une très bonne nouvelle. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le sujet le plus compliqué, c'est que la pollution de l'air, comme ça a été dit, ça a toujours un impact sur la santé, même au niveau qu'on peut respirer actuellement, puisqu'en Île-de-France, on évalue à 7900 décès prématurés par an, soit à peu près une perte d'espérance de vie de 10 mois. Donc encore en 2024, donc voilà, sur l'année précédente. Actuellement, c'est encore le cas. Et puis, les scientifiques, les médecins, les épidémiologistes travaillent sur cette pollution de l'air et ils ont récemment, en 2021, fourni des nouveaux travaux dont l'Organisation mondiale de la santé s'est appuyée pour fixer des nouvelles recommandations. Et en fait, on s'est aperçu que la pollution de l'air avait des impacts sur la santé à des niveaux qui étaient encore plus faibles que ceux qu'on imaginait avant. Et ça va se traduire dans la réglementation, puisqu'à partir de 2030, on aura des normes encore plus sévères. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il va falloir continuer à améliorer cette qualité de l'air pour protéger notre santé. Grâce à quoi on a pu l'améliorer en Île-de-France? Alors, on l'a amélioré à partir d'une combinaison de plusieurs actions, notamment des actions politiques au niveau local, national et européen. Je vais juste vous citer un exemple, le trafic routier. Oui. Si on a moins de pollution de l'air liée au trafic routier actuellement, c'est que l'Europe a permis que les véhicules qui soient mis en circulation neufs polluent moins. La France s'est aussi dotée d'actions pour pouvoir mettre en place ces normes clairement en France. Et puis il y a eu des actions locales de réduction du trafic. Il y a eu d'autres actions comme les ZFE, notamment depuis 2017 à Paris, qui ont permis finalement de diminuer les niveaux de polluants liés à ce trafic routier. François Laine, avec votre site, je le rappelle, pressesanté.com, vous avez identifié alors les mots qui font mal. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone. Qu'est-ce qui traîne dans l'air de nos villes? Alors effectivement, il y a 5 grandes familles de polluants, comme il vient d'être dit, les particules fines, qui font entre 2,5 et 10 microns de taille, qui ont la particularité malheureuse de pouvoir pénétrer par les poumons dans la circulation sanguine.
et se fixer le long des artères et des veines, favorisant ainsi la survenue d'infarctus, de thrombose, d'AVC, ce qui est une cause majeure de diminution d'espérance de vie ou de qualité de vie. Donc, par exemple, l'accident vasculaire cérébral est une conséquence directe de la pollution ambiante dans nos villes. La pollution est un cofacteur. Plus exactement, c'est un cofacteur de la survenue de ce genre d'accidents dramatiques qui laissent des séquelles, si on en échappe, qui laissent des séquelles tout à fait lourdes. Mais il n'y a pas que les particules. Il y a effectivement l'oxyde d'azote, il y a l'ozone, il y a le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone. Alors, c'est généré par quoi? Parce qu'on l'a évoqué avec Pierre Pernaut, il y a le cas des voitures, mais pas que. C'est pas que la voiture. Non. Ouais. Alors, pour beaucoup du trafic, effectivement, et les fameux moteurs diesel, mais il y a aussi les industries qui sont en périphérie des villes encore. Il y a les usines électriques à charbon. Il y en a très peu maintenant en France, plus beaucoup, mais pour autant, ça produit de la pollution. Et puis tout ce que l'on va nous-mêmes générer à travers de la consommation. On en reviendra sur la pollution indoor qu'on relâche dans l'environnement. Ouais. Bon, restons sur les villes et on profite de vous avoir, Pierre Pernaut, je le rappelle, ingénieur chez Air Parif, où vous êtes d'ailleurs directeur de la communication. Est-ce qu'il y a des endroits au sein de l'Île-de-France qui sont identifiés comme plus polluants? On se dit par exemple, tiens, au cœur de Paris, c'est beaucoup plus pollué que à la Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne ou à Rambouillet dans les Yvelines. Est-ce que c'est le cas? Alors, oui, c'est le cas. Il y a bien évidemment, quand vous regardez les cartes Air Parif disponibles sur notre site, vous voyez qu'il y a des endroits qui sont plus pollués que d'autres. Ces endroits, c'est notamment les grands axes routiers où on a des niveaux de particules fines qui sont globalement 20% supérieurs à ce qu'on peut avoir ailleurs et des niveaux de dioxyde d'azote 2 fois plus importants. Donc ça, c'est pour les principaux polluants, dioxyde d'azote et particules fines. Pour l'ozone, qui est un polluant assez complexe, et je pourrais revenir si vous le souhaitez sur sa formation et d'où il vient, là, le constat est un peu différent puisque c'est plutôt en périphérie du centre urbain qu'on va avoir les niveaux les plus importants. Et pour quelles raisons? Alors, c'est pour des raisons assez complexes. En fait, il faut savoir que l'ozone, c'est pas un polluant qu'on va émettre directement. D'accord? Pour faire de l'ozone, il nous faut 3 choses. Il nous faut du soleil, de la chaleur et de la pollution. Et cette pollution, en fait, c'est nos fameux oxydes d'azote qui viennent notamment du trafic routier et aussi nos composés organiques volatiles qui peuvent venir de l'usage de solvants, de l'industrie et aussi du trafic routier. Ouais, donc là, en fait, c'est ce que génère, alors pas naturellement, on l'a bien compris, mais c'est ce que génère l'activité économique humaine. Alors oui, mais il y a aussi les composés organiques volatiles, par exemple, sont aussi émis par la nature, par une source biogénique et dans des quantités qui peuvent être assez importantes. Donc, faut avoir bien en tête aussi que la pollution de l'air, c'est essentiellement des activités humaines, mais ce n'est pas que des activités humaines. Et donc, en fait, ces 3 éléments, donc soleil, température et polluants, qu'on appelle ça des précurseurs d'ozone, et en fait, sous l'effet du soleil et de la chaleur, ces précurseurs d'ozone vont former de l'ozone. Et le temps que ça se fasse, la masse d'air, elle va se déplacer, et ça va être finalement un peu plus loin, sous le vent du cœur de l'agglomération parisienne, qu'on va avoir les niveaux en ozone le plus importants. Donc ça dépend de quel polluant on parle, bien évidemment, mais globalement, on peut dire que c'est à proximité des axes routiers qu'on a les niveaux de pollution les plus importants. Après, il peut y avoir aussi des nuances micro-locales. On peut penser à proximité des aéroports, on peut penser à proximité d'industries, même s'il y en a de moins en moins en région. Même là, on peut avoir des polluants de l'air assez spécifiques dans l'air. D'une manière générale, François Laine, parce qu'avec votre site donc pressanté.com, vous avez vraiment analysé la situation en France. Nos grandes villes françaises, elles sont toutes logées à la même enseigne ou Non, il y a des stars. Ouais. Dans le palmarès des villes les polluées, à ma connaissance, la ville la polluée, alors c'est toujours pareil, en fonction de quel polluant on parle. Si on parle de particules fines et de dioxyde d'azote, c'est Villeurbanne qui arrive en tête. Dans la banlieue de Lyon, enfin c'est une grande ville banlieusarde en fait, c'est ça. Ouais. Banlieue de Lyon. Ensuite Ajaccio. La proximité de l'air marin ne protège pas. Et en 3e position, c'est Paris. C'est Paris. Avec des particularités aussi sur les villes portuaires. Dunkerque, Fos-sur-Mer, pour des raisons qui viennent d'être évoquées, à cause des industries, l'activité portuaire. Marseille aussi est très touchée à cause de l'activité portuaire de tourisme. Bon, alors ça nous amène justement dans un instant à ce thème que nous allons aborder. Et ça va vous intéresser, vous les auditeurs de Sud Radio, parce que bien sûr, on parle de pollution pour nos villes, mais ne croyez pas que si vous êtes habitant des campagnes ou de la montagne, par exemple, vous êtes à l'abri de ce phénomène qui est la pollution. Et vous
l'êtes peut-être encore moins lorsque vous êtes à l'intérieur de chez vous. Mais là, ça dépend un petit peu de vous. Nos spécialistes qui sont autour de cette table vont tout vous expliquer. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix prennent l'air chaque mercredi et il fallait bien que ça arrive, le thème de l'air ce soir. Évidemment, avec un titre comme ça. Bon, avant d'évoquer à 19h30 tout à l'heure le cas de nos mers et océans. Revenons donc après les villes sur nos campagnes, nos montagnes qui subissent également les effets de la pollution. Pour en parler, nos spécialistes avec nous, François Laine, vous êtes éditeur du site pressesanté.com et journaliste spécialisé depuis plus de 25 ans, et puis Pierre Pernaut, ingénieur chez Air Parif et directeur de la communication. Alors messieurs, qu'est-ce que j'entends ? Oui, dans les campagnes, par exemple, c'est aussi pollué, autant, un peu moins, parfois plus. François Laine, quel constat vous faites ? C'est pas que c'est plus ou moins pollué, c'est que c'est différemment pollué. Effectivement, il y a moins de trafic routier, donc les pollutions aux particules fines sont moins présentes. Pour autant, il y a d'autres types de pollutions qui sont liées à l'activité agricole, essentiellement à l'épandage d'engrais. Donc les zones très agricoles, comme la Beauce, la Champagne, le Nord, l'Est de la France, ont des concentrations d'une pollution liée aussi à l'ammoniac, qui va se combiner dans l'air et provoquer des gaz irritants. Et ce qu'on appelle la pollution atmosphérique. Ça, c'est pour ce qu'il y a de plus simple. Après, il y a beaucoup plus compliqué à estimer du point de vue sanitaire. C'est tout ce qui est l'épandage de produits de pesticides sur les productions fruitières. Voilà, alors ça, c'est au cœur de l'actualité, puisqu'on en a beaucoup parlé, notamment avec la loi Duplon. Nos agriculteurs sont concernés. D'ailleurs, nos agriculteurs sont aussi victimes de pollution de ces insecticides, François Laine. Il y a des taux assez significatifs pour être relevés de certains types de cancers chez les agriculteurs. Après, identifier la source exacte, ça pour l'instant on n'en est pas là. Pour autant, ils manipulent des substances dont on sait qu'elles peuvent être cancérogènes, dont certaines sont cancérogènes, certaines pour les animaux. Le modèle humain n'est pas encore défini. Alors pour les animaux, mais on ne sait pas encore aujourd'hui, parce qu'on parle là de pollution liée aux insecticides de l'agriculture. On est d'accord, Oui, un certain type de pollution sur un certain type de production agricole qui est effectivement clairement lié à ça. Quand il faut aller mettre de l'insecticide en haut de l'abricotier pour protéger la récolte d'abricots, eh bien ils utilisent des grands ventilateurs qui dispersent. Oui, en plus c'est dans les airs là pour le coup. Alors c'est des substances assez lourdes qui retombent pour la plupart en majorité, mais une minorité s'échappe dans l'air. Et il y a par exemple autour de Bordeaux, il y avait eu un cas très significatif autour d'une école qui était bordée par des vignes. Et les vignerons faisaient leur travail en aspergeant de produits phytosanitaires jusqu'à la bordure de l'école. Et il y avait eu des cas très suspects de maladies chez des enfants. Après, trouver le lien de cause à effet, il n'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Et pour autant, voilà. Et ce qui laisse une marge énorme d'ailleurs dans le débat, parce que souvent c'est scientifique contre scientifique, point de vue contre point de vue. Revenons sur la situation en Ile-de-France, puisqu'on a la chance de vous avoir. Pierre Pernaut, vous êtes ingénieur chez Air Parif. Il y a des campagnes en Ile-de-France. De belles campagnes, alors que ce soit dans le fin fond du Val d'Oise, en Seine-et-Marne, dans l'Essonne, dans les Yvelines. Il y a pollution et typique pollution campagne. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ces campagnes, dans ces périphéries, on va déjà retrouver des niveaux en ozone qui sont généralement plus élevés que dans les centres urbains, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On va aussi retrouver des particules fines, alors avec des caractéristiques moins liées au trafic routier, mais des particules fines qui vont soit provenir de l'agriculture, comme ça a été évoqué par combinaison notamment des oxydes d'azote et de l'ammoniac. Ça va nous faire des particules. Et puis aussi des particules fines liées notamment au chauffage au bois en hiver, qui peut être plus présent dans ces zones. Alors c'est vrai pour l'Île-de-France, mais c'est vrai aussi d'une manière beaucoup plus importante pour d'autres zones du territoire national. On peut penser notamment à la vallée de l'Arve, qui est assez connue pour ça. Voilà. Et comme ça a été cité, on a aussi, quand on fait des mesures, et c'est le cas depuis 20 ans par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, on a aussi des pesticides dans l'air qui sont liés à des traitements, soit traitements phytosanitaires, soit traitements biocides,
donc plus larges, à des spectres plus larges et qui peuvent aussi concerner les zones périurbaines et urbaines. Je vous repose la même question que tout à l'heure avec effet miroir. Je vous ai dit, tiens, la situation de la pollution dans nos villes s'est améliorée grâce à quoi? Est-ce que la situation dans nos campagnes s'est améliorée, oui ou non, et grâce à quoi et à cause de quoi? Alors, oui, puisque notamment sur, par exemple, pour les questions agricoles, il y a de plus en plus de sensibilisation et pour que les épandages d'engrais se fassent avec le moins en moins de volatilisation. Et puis c'est du produit perdu aussi pour les agriculteurs, et c'est important de le mentionner. Pareil sur les pesticides, il y a, il suffit, je peux vous en citer un, il dira peut-être pas grand-chose aux auditeurs, mais un composé comme la trifluraline, on l'a retrouvé dans chacun des prélèvements qu'on pouvait faire en mer. C'est un herbicide qui est utilisé sur les grandes culture, c'est plus le cas maintenant et il a été interdit parce que justement il contaminait parce qu'il y a des interdictions. Alors justement, est-ce que vous échangez, vous êtes donc spécialiste sur l'Île-de-France, mais on l'a bien compris, vous avez une connaissance de l'ensemble du territoire français parce que vous travaillez avec vos confrères, mais est-ce que vos confrères et vous-même travaillez avec l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui on a ce problème où nos agriculteurs disent nous on veut jouer le jeu, on aimerait bien être plus propre. Même d'une façon plus large, l'ensemble de nos données, elles sont publiques. Et elles sont même, que ce soit pour les particules fines, que ce soit pour les pesticides, etc., etc. Et elles sont remontées sur des bases de données qui sont très structurées aux décideurs et notamment au niveau européen. C'est réglementaire, il n'y a pas de sujet sur ça. Et elles vont servir aux appuis politiques publics. Donc on va bien évidemment travailler. Sur le cas précis des pesticides, il y a eu tout un travail avec la mise en place notamment d'une campagne nationale avec l'ANSES et l'INERIS sur la base des premières données réalisées par les associations de surveillance de la qualité de l'air, qui ont permis justement comme ça d'identifier les substances prioritaires à surveiller dans l'air et aussi de commencer à travailler sur un sujet qui est très complexe, c'est-à-dire de bien déterminer les différentes voies d'exposition et la contribution de ces différentes voies d'exposition sur un sujet qui est très compliqué, qui est les pesticides, puisque vous avez l'alimentation, vous avez l'eau, vous avez l'air. Tout est impacté. Et il y a des retours. Est-ce que il y a des mauvais élèves en Europe? Est-ce que la France est bonne élève en Europe? Alors, au niveau de la pollution de l'air d'une manière globale, oui, il y a des bons élèves en Europe. On peut notamment citer les pays scandinaves, où on a des niveaux de pollution qui sont beaucoup moins importants. Ouais. On a la France qui est dans une situation un peu plus complexe et on va dire au milieu du peloton, et puis on a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. On peut penser à la Pologne, on peut penser à une partie du nord de l'Italie aussi, avec des très industrialisées, très très importantes, très industrialisées, puis des conditions topographiques et météorologiques qui sont très défavorables à la dispersion de la pollution. Voilà. Après, pour revenir sur Paris, c'est un objet complexe. L'agglomération parisienne, c'est 10 millions d'habitants. Le seul équivalent en Europe, c'est le Grand Londres. Donc c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de trafic routier, de trafic aéroportuaire aussi. Mais visiblement, par rapport à ce que vous dites, ça se gère. Alors, nous sommes donc merci pour ces réponses, messieurs, parce que vous donnez des avancées. Il n'y a pas toujours de réponses. Vous nous le rappeliez, François Laine, parce que la science avance, mais n'a pas encore toutes les réponses. Mais quand même, reprenons l'exemple de cette vallée de l'Arve. Alors, on est sur les hauteurs de la Toussuire, par exemple, pas très loin d'Albertville, de Chambéry, en Haute-Savoie. Et puis, pas loin, vous le rappeliez, il y a nos amis italiens. Et là, François Laine, vous avez fait le travail avec, donc dans le cadre de votre site pressanté.com. C'est une catastrophe. Et on est en montagne. Catastrophe, oui. Enfin, autant que ça peut l'être dans les grandes villes. Parce que pour le coup, la particularité de cette vallée-là, c'est qu'elle se met à des pics de pollution égaux à celle des grandes villes, ce qui est quand même surprenant. Pour autant, voilà, il y a une configuration très particulière. C'est une cuvette. Il y a l'autoroute qui passe à côté. Il y a des centaines de camions qui passent tous les jours allant de France vers l'Italie. Et par ailleurs, il y a aussi un mode de chauffage qui a été évoqué tout à l'heure, qui est tout simplement le bois. Et la combustion du bois, il y a quelques années, une de nos politiques avait émis l'hypothèse de supprimer, d'interdire le fait de se chauffer. C'est Ségolène Royal, je crois. Dans mon souvenir, c'était ça. Oui. Ça avait créé un tollé disant non mais attendez, on se chauffe au foyer depuis des années, c'est pas possible. Pour autant, en termes de statistiques, c'était pas une mauvaise idée. Et pour le coup, voilà, donc dans ces vallées-là, il y a des pollutions cumulées, une quantité d'ozone assez effrayante, telle qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des états anticycloniques. Autour de Paris. Donc vous êtes en train de nous dire, François Laine, que on part en vacances, on va faire du ski, on dit à toute la famille, chouette, on va prendre l'air, on va descendre des pistes rouges, bleues, ce qu'on veut, et finalement, on prend de la pollution.
Plus qu'en ayant quitté sa ville, Bordeaux ou je ne sais quoi. Alors il faut aller faire du ski quand il y a du vent. Voilà. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Bien sûr. Bon. Le vent balaye les polluants. Bon, c'est la seule solution. Messieurs, autre point important, et ça, François Laine, vous y teniez, la pollution à l'intérieur de nos maisons. On l'appellera la pollution indoor. Vous avez déjà un petit peu vendu la mèche, si je peux m'exprimer ainsi, puisque c'est une digression du feu de cheminée. Donc, Pierre Pernaut, vous l'avez dit. Alors, ce feu de cheminée à l'intérieur des maisons qui ont une cheminée, c'est une catastrophe, mais... Expliquez, François Laine, je vous vois dodelimé. Pour le coup, lorsque les installations sont défectueuses, effectivement, et qu'il y a un relargage dans l'habitat, parce que l'installation est défectueuse, là, c'est pas bon. Maintenant, effectivement, les foyers fermés limitent extraordinairement. Alors, comment on fait pour la cheminée? Il faut la protéger avec... Oui. Ouais. Enfin, un foyer fermé. Un foyer fermé. Ou bien s'assurer que l'évacuation est absolument optimale, même si ça n'est jamais à 100%. D'accord. Donc les auditeurs qui nous écoutent, ils ne se disent pas je vais détruire la cheminée, ils la gardent, mais ils la protègent. Ils la protègent, évidemment. Ça fait partie de l'une des sources de la pollution indoor que l'on se disait tout à l'heure. Ce qui fait penser que même si on est dans une maison au fin fond de la campagne où on se dit je suis préservé de toute pollution, non, il y a la pollution indoor qui provient entre autres effectivement du feu de bois, mais loin d'être la cause première. Ouais. Cause première, c'est il faut aérer déjà. Ça, c'est le conseil que vous donnez. Aérer combien de temps, comment, où? C'est pas moi, c'est une recommandation absolument générique de 20 minutes par jour. Et même si on habite au bord du périph' ou à côté d'un champ traité, il faut aérer au moins 20 minutes par jour, grande fenêtre ouverte, été comme hiver. Ça peut sembler saugrenu. C'est incroyable. Vous, à Air Paris, vous dites, même si vous êtes à côté de la porte de Bagnolet... Si on peut, on aère plutôt côté cour que côté rue. Oui, enfin, tant qu'à faire. Bien, si on peut. Ouais. Bien évidemment. On aère aussi, et on peut se renseigner, alors si on est en Ile-de-France, sur le site Air Paris, et si on est ailleurs, sur les sites des associations d'assurance de la qualité de l'air, sur à quelle heure on a des niveaux de pollution les moins importants pour que l'aération soit le plus optimale en termes de transfert, enfin pour éviter les transferts air extérieur, air intérieur. Mais oui, il faut aérer son logement. Il faut avoir en tête qu'un logement, c'est pratiquement un endroit clos, avec un volume d'air limité, avec peu de renouvellement. Donc tout ce qu'on va émettre en termes de pollution, soit par son mode de chauffage, soit par ses modes de cuisson, soit en utilisant des solvants, des encens, tous ces éléments-là qui peuvent émettre des particules, des composés organiques volatiles, et ça va s'accumuler dans le logement. Donc, pour les éliminer, soit on ne les utilise pas, soit on les réduit à la source, soit on les évacue, et pour les évacuer, l'aération est la solution simple et économique. François Laine, les raisons pour lesquelles il faut absolument aérer parce que la pollution vient de l'intérieur. Alors on a parlé des feux de cheminée, des feux, etc. Quoi d'autre? Mais ça c'est juste une autre source. Votre dernier canapé Ikea, votre tapis, vos coussins, ils sont résistants aux flammes. Tant mieux, ça prévient la propagation des incendies, c'est une très bonne chose. Seulement pour ça, il y a des composés organiques qui sont des retardateurs des composés bromés et d'autres substances qui, elles, sont persistantes dans l'organisme, qui se répandent dans l'atmosphère. Juste vous caressez votre canapé... ça s'échappe, vous absorbez ça. Il y a quelques... Alors, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter ces canapés, ou est-ce qu'en aérant... Il faut aérer au maximum, et même en aérant, le temps que ça s'use suffisamment... C'est-à-dire qu'il faut mieux quelque chose en cuir, par exemple, le bon vieux cuir, plus un textile a des propriétés extraordinaires, plus il y a des composés dedans qui font qu'il a ces composés extraordinaires. Donc tout ce qui est synthétique ou pas, alors, c'est ça? Oui. On vous dit ça résiste à l'eau, ça résiste aux taches, ça résiste au feu, très bien. Donc c'est que le textile a été traité. Et le problème... Y compris pour les habits, donc? Alors, y compris pour les habits, pour d'autres raisons, nous en avions parlé en préparant l'émission, mais les habits aussi, les nouveaux habits de sport qui ont des formidables propriétés contre le vent, contre l'eau, contre le froid, contre tout, et qui sont épais comme une feuille de papier, c'est qu'ils ont des caractéristiques qui ont été rendues possibles par des traitements possiblement dangereux. Bon, alors, effectivement, pour conclure, il y a quelques mois, pour pas dire un an, et il y a des députées européennes qui étaient enceintes, qui ont accepté à l'accouchement de faire tester ce qu'il y avait dans le cordon ombilical. Et il y avait des retardateurs de flammes dans les cordons ombilicaux des femmes enceintes. Les bébés qui naissent maintenant sont porteurs de polluants qu'on dit maintenant polluants éternels.
Messieurs, merci pour ce regard objectif, concret sur notre pollution dans l'air, que ce soit donc dans les villes, dans les campagnes, à la montagne et dans nos intérieurs. C'était très clair. Merci beaucoup, Pierre Pernaut. Je le rappelle, vous êtes ingénieur chez Air Paris et vous en êtes le directeur de la communication. Merci pour votre travail. Merci pour tous ces éclairages. Alors vous, cher François Laine, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes l'éditeur du site pressesanté.com, journaliste spécialisé depuis bien longtemps maintenant, et vous allez nous accompagner pour le deuxième sujet important ce soir, la mer. Et oui, après l'air, la mer, et la Fondation de la mer alerte sur le plastique. Nous nous y intéressons tout de suite, restez bien avec nous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix prennent l'air chaque mercredi. Nos mers et océans étouffent. Les vacanciers découvrent en ce moment même du plastique sur les plages et dans la mer. De quoi interroger et révolter. Il s'agit bien d'un raz-de-marée de la pollution plastique. Nous avons tous un rôle à jouer pour enrayer cette catastrophe mondiale. Nos invités pour nous éclairer ce soir. François Laine, vous êtes éditeur du site pressesanté.com. Journaliste spécialisé depuis plus de 25 ans. Et puis Alexandre Yashkin, vous êtes directeur général de la Fondation de la mer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bien, merci d'être avec nous dans ce moment important puisque Genève accueillera du 5 au 14 août prochain une étape du comité de négociation intergouvernemental chargé d'enrayer la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. C'est une dernière chance, vous dites, pour sortir d'une impasse et bâtir un accord ambitieux. On est vraiment limite catastrophe ou pas, Alexandre Yashkin ? On est vraiment au-delà de la catastrophe. La catastrophe, elle est là. C'est le constat que nous faisons à la Fondation de la mer, puisque on a transformé notre planète en une terra plastica. Les océans, aujourd'hui, ils sont submergés de plastique, de ces particules de plastique. Et parce que les océans, c'est 2/3 de la planète, et que à travers le cycle de l'eau, nous sommes intimement liés à ces océans, aujourd'hui, il pleut du plastique, et nous sommes tous concernés. Notre santé est en danger à cause de ces plastiques, de cette pollution qui étouffe les océans. Et cette terra plastica, elle menace de transformer chacun de nous en des homo plasticus. Donc c'est pour ça qu'il faut agir, et il faut agir avec détermination. Genève, ces négociations que vous citez, elles sont essentielles parce qu'elles doivent permettre de réguler la production mondiale de plastique. Et aujourd'hui, on a complètement explosé tous les compteurs. Bon, nous allons justement, nous allons évoquer. Je ne sais pas si vous m'entendez, Alexandre. Oui. Bon, nous allons évoquer au fur et à mesure tout ce que vous proposez, le programme, etc., etc. J'aimerais qu'on mette en perspective tout cela avec donc notre spécialiste François Laine. Je le rappelle, François Laine, éditeur du site pressesanté.com. Avec votre site, vous avez mis en avant la dangerosité du plastique. Alors, on ne parle pas d'un sac plastique, parce qu'évidemment, le sac... Mais ces particules de plastique, c'est quoi ? Le plastique, il est partout. Lorsqu'on entend Alexandre Yashkin, expliquez-nous pourquoi, François Laine. Oui, le plastique est partout. C'est pas moi qui effectivement le dis. Nous faisons le même constat, évidemment. Et des études, maintenant, renseignent sur les dangers sanitaires des microplastiques. Pour donner une échelle, vous ou moi, Frédéric, nous avons l'équivalent d'une cuillère à café en plastique dans le cerveau. Parce que les microplastiques, oui, que nous absorbons, que nous inhalons, que nous mangeons à travers les poissons pour faire le lien avec la mer, se retrouvent bloqués dans les intestins, circulent dans le sang, passent la barrière hémato-encéphalique, se retrouvent dans le cerveau, créent de l'inflammation. Et le problème des plastiques en plus, c'est qu'ils sont porteurs d'adjuvants, ils sont porteurs de produits chimiques. Alors ça fait quoi concrètement dans notre cerveau ? Nous avez dit une cuillère à café dans le cerveau. Elle fait quoi à notre cerveau ? C'est très tôt pour défiler toute la liste des conséquences que ça va avoir. Mais on sait déjà que ça a des réactions pro-inflammatoires. Ça se fixe sur les artères qui deviennent rigides, qui font des plaques d'athérome mais qui favorisent les crises cardiaques. Ça, c'est pas extraordinaire. Mais... Et ça s'est amplifié ces dernières années, c'est cela ? Ou est-ce qu'on a une évolution dans le temps ?
On a une évolution parce que des scientifiques commencent à étudier, à faire des biopsies, à faire des prélèvements, et pour voir qu'à chaque fois maintenant on trouve des microplastiques. Donc c'est absolument réel, tout ce qui est dit, c'est un véritable danger. Alexandre Yashkin de la Fondation de la mer, on peut parler de la pollution de la mer en plastique, et ce plastique qui formerait un 7e continent ? Oui, alors l'image est belle parce qu'on se console d'une certaine manière en pensant que parce qu'il y aurait un 7e continent, cette pollution, elle est rassemblée et qu'on peut encore agir dessus. C'est pas le cas. Le plastique, il est absolument partout dans l'océan. Et il est sous forme visible, mais aussi sous forme, et essentiellement sous forme invisible. Parce que le plastique, soit il va se déverser dans l'océan directement sous des formes microscopiques, typiquement l'usure des pneus sur les autoroutes. Tous les 10 km que nous roulons, il y a 1 gramme de microplastique synthétique qui va partir dans l'air et qui va finir dans l'océan. Et puis il y a aussi ces plastiques qui finissent dans l'océan sous la forme de déchets plus gros, mais qui vont être dégradés par le sel, par les UV, et qui vont terminer sous forme microscopique. Aujourd'hui, en mer Méditerranée, quand on fait des prélèvements, par moment, on trouve plus de nano, donc microscopiques plastiques, que de zooplancton. Et le zooplancton, c'est de ça dont se nourrissent les poissons. Donc le plastique est absolument partout, et il a complètement inondé toute la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, ce sont des écosystèmes entiers qui meurent à cause du plastique. On peut citer les mangroves. Vous voyez, les mangroves sont ces forêts qui sont avec les racines dans l'eau. Oui. Eh bien, les microplastiques, ils vont venir sur ces racines étouffer les mangroves qui aujourd'hui meurent à cause de ces microplastiques. Il y a aujourd'hui plus de 700 espèces animales, 700 espèces animales en mer qui sont directement menacées à cause des plastiques. Chaque année, il y a 100 000 mammifères marins qui meurent à cause du plastique et 1 million d'oiseaux marins qui meurent directement à cause du plastique. Bon, alors en plus concrètement, donc là je reviens vers vous François Laine, vous avez analysé le risque pour les êtres humains, alors nos pauvres poissons évidemment, mais aujourd'hui manger du saumon, manger du thon, ça devient éventuellement dangereux ? Alors, pas que à cause des microplastiques. À cause des microplastiques, oui, mais pas que. Alors évidemment, ce sont les poissons qui sont au sommet de la chaîne alimentaire. Pour d'autres raisons de pollution de mer, et notamment du méthylmercure, l'Agence européenne de santé déconseille aux femmes enceintes de manger du thon, de l'espadon, du requin, tous ces poissons qui ont accumulé le mercure précédemment accumulé par les petits poissons et qui se fixent dans les graisses et qui se retrouvent là. Et le mercure, vous savez, on a tous lu Alice au pays des merveilles ou vu le dessin animé, le chapelier fou. Pourquoi il est fou ? Parce qu'au 19e siècle, les chapeliers utilisaient le mercure pour traiter le textile de leur chapeau. Et donc, ils s'intoxiquaient au mercure et devenaient non pas fous, mais avaient des lésions neurologiques qui entraînaient des tremblements et des modifications du comportement. À grande échelle, la pollution du mercure a ce genre d'effet-là, et encore plus sur un fœtus dont le système neurologique est en train de se développer, et il n'a absolument pas besoin d'avoir des métaux lourds dans son environnement. Je prenais l'exemple donc du saumon, vous l'avez couplé avec le thon et l'espadon, mais ce dont nous parle Alexandre Yashkin sur les autres poissons, aujourd'hui manger du poisson, c'est tellement important pour les humains. Oui, bien sûr. Alors pour le coup, les saumons sont pas indemnes, mais ils sont porteurs de ce qu'on appelle les oméga 3, comme les sardines et les petits poissons, et ça a des merveilleux effets anti-inflammatoires sur le corps. Et pour le coup, l'Agence française sanitaire s'est prononcée pour la consommation de saumon parce que les bénéfices sont supérieurs aux risques liés aux polluants. Voilà, c'est ça. Mais on est bien d'accord, Alexandre Yashkin, et c'est votre objet avec la Fondation de la mer de dire que si finalement il n'y a pas ce plastique, c'est magnifique. Alors c'est marrant parce qu'il y avait quelques années, malheureusement, quand les années SIDA ont commencé, on a dit le plastique c'est fantastique. Alors c'est vrai que c'est très particulier dans la communication, mais là on parlait du préservatif. En revanche, ce plastique, Alexandre Yashkin, qui se retrouve dans la mer, on est d'accord, c'est avant tout par négligence de l'être humain qui balance. Oui, parce que aujourd'hui on produit beaucoup trop de plastique, on le produit mal et on le consomme mal. On en produit de plus en plus, et c'est impressionnant, entre 1950 et aujourd'hui,
la production de plastique a été multipliée par 40. Et aujourd'hui, on produit l'équivalent en poids de 3 millions de baleines de plastique par an. Donc, on est complètement submergé par les plastiques. On le produit mal parce que ces plastiques, ils sont truffés d'adjuvants, de produits chimiques qui sont dangereux. Et on le consomme mal parce que la plupart de ces plastiques, ce sont des plastiques à usage unique encore. Il y a 7 plastiques sur 10 aujourd'hui sur la planète qui sont des plastiques qui sont à usage unique. Donc on pourrait s'en séparer de ces plastiques. Mais la manière de le faire, nécessairement, et c'est ce que nous soutenons à la Fondation de la Mer, c'est de pouvoir se doter d'un cadre légal, international, pour réguler cette production mondiale de plastique. Ça fonctionne. Ce qu'on a vu en France, on est loin d'être parfait en France, mais on a testé des choses. La loi AGEC, qui en principe interdit les sacs à usage unique, elle nous a permis de passer de 18 milliards de sacs plastiques utilisés chaque année à un peu moins de la moitié. Donc c'est encore trop, mais on voit que dès qu'on se dote d'un cadre légal, on peut avoir des résultats. Ouais. Aujourd'hui, on a besoin, à l'échelle de la planète, de pouvoir utiliser moins de plastique, tout simplement. Alors évidemment, on disait le plastique, c'est magnifique, il a des propriétés qui sont extraordinaires, mais il y a bien des moments où on peut s'en passer, où il peut y avoir des alternatives, et quand il n'y a pas d'alternative, on peut mieux traiter la fin de vie du plastique et s'assurer que le plastique, il n'est pas ou moins dangereux pour nous. Oui, en préparant cette émission, évidemment, j'ai échangé, j'ai lu votre compte rendu à la Fondation de la Mer, qui est vraiment très très sérieux. Bravo pour ce travail que vous faites, d'ailleurs, et qui nous aide à vous proposer cette émission. On a beaucoup parlé avec vous aussi, François Laine. Un sac en plastique solide, pour moi, c'est un élément très intéressant parce que j'y mets tous les déchets qui ne sont pas triables, donc pas le verre, etc., etc. Et c'est un sac qu'on referme solidement et qui va donc dans les détritus et bien posé dans une poubelle qui elle-même va donc être amenée à la déchetterie, enfin je ne sais quoi, etc., etc. Si tout le monde utilise en fait un sac plastique pour mettre bien ses déchets et le renfermer, c'est génial. Sauf que le problème, c'est que l'être humain polluants de plastique pour créer ces continents. Bon, c'est une jolie image, mais c'est pas exactement ça. Mais bref, ça provient pas, pour l'essentiel, ou pour partie des pays occidentaux, des pays riches. Disons que c'est pour le Pacifique, c'est l'Asie du Sud-Est, parce que pour le coup, des prélèvements ont été faits, des plastiques ont été identifiés. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'Inde, ça vient d'Asie du Sud-Est. Et pour ce qui est de l'Atlantique, ça vient essentiellement de l'Ouest africain, où effectivement les systèmes de ramassage tels que nous on les connaît ne sont pas présents. Et pour le coup, quand on est passé d'une civilisation où on jette ses déchets par terre parce que ce sont des déchets organiques, à une civilisation où on se met à avoir du plastique, mais on garde cette habitude de jeter ses déchets et on n'a pas les infrastructures tout simplement pour les récupérer et les traiter. Et bien pour le coup, c'est pas du tout le même enjeu. On peut effectivement être beaucoup plus rigoureux en Occident, mais pour le coup, la culpabilité n'est pas 100% pour nous. Bon, alors c'est très important ce que vous dites tous les deux, et vous Alexandre Yashkin et vous François Laine, parce que souvent les Français, vous savez comment on est, et nous on discute beaucoup avec les auditeurs sur Sud Radio, c'est le parlons vrai, et on se dit oui mais comment ça, on nous accuse de polluer la planète, etc., etc. Alors, vous reconnaissez quand même que les Français font des choses et que dans plein d'autres pays, il n'y a pas ce que on doit mettre en place. Et souvent, on se dit, bah oui, nous on fait, et puis les autres ne font pas. Donc, c'est important votre discours ce soir. Maintenant, il n'empêche que quand on va sur la plage en Méditerranée, alors je dis Marseille, mais ça peut être Montpellier, ça peut être de l'autre côté à Biarritz. Il y a des gens qui balancent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez, Alexandre Yashkin, avec la Fondation de la Mer? Il y a déjà quand même un dossier répressif à mettre en place, parce que ça devient insupportable, ces gens qui balancent tout dans la mer. Oui, c'est insupportable, et donc il faut que les législations qui déjà existent, parce qu'il y a des législations qui encadrent déjà le jet de déchets sauvages dans la nature, puissent être appliquées. Ensuite, il faut aller plus loin. Et puis nous, à la Fondation de la Mer, vous savez, on aime bien voir l'océan à moitié plein. Donc on veut mobiliser tout le monde d'une manière positive, pas que répressive. On a créé un programme à la Fondation de la Mer qui est un peu le World Cleanup Day tous les jours, qui s'appelle Un geste pour la mer,
et qui permet à tout le monde, où qu'on se trouve en France, partout sur le territoire, tous les jours de l'année, de participer à des opérations de collecte de déchets dans la nature. On peut aller sur le site de la Fondation de la Mer, fondationdelamer.org. Il y en a partout, c'est plus de 2700 collectes de déchets par an qui sont organisées. Des dizaines et des centaines de tonnes qui sont collectées dans la nature. Ça a deux effets. D'abord, on va effectivement nettoyer la nature. Et ensuite, on va profondément changer. Quand on participe à une collecte de déchets, où qu'on se trouve, et évidemment en bord de mer pendant l'été, l'occasion est toute trouvée, on ne va plus jamais par la suite se comporter de la même manière quand il s'agit de gérer nos propres déchets. C'est quelque chose qui non seulement va nous changer nous, mais qui va faire de nous des prescripteurs de la protection et de la défense de l'océan. Oui, responsabiliser. Alors, il y a un petit clin d'œil d'ailleurs, puisque la conférence dont vous nous parliez avec la Fondation de la Mer, elle va se passer à Genève. Et tout le monde donne l'exemple de nos amis suisses, de nos voisins suisses. Je sais pas, quelque chose me dit que quand on va en Suisse, on ne jette pas un papier parce qu'il y a, alors, je sais pas si c'est un fantasme, mais on le dit, si vous jetez un papier, vous êtes lourdement sanctionné. Ça, c'est un exemple aussi, Alexandre Yashkin. Bien sûr, non, mais il faut savoir manier aussi du bâton, très clairement. Oui. Et aujourd'hui, il y a des législations qui existent qui ne sont pas respectées. La loi AGEC, elle prévoit, il y a des dispositifs de sanctions qui aujourd'hui en France ne sont pas appliqués. Nous, à la Fondation de la Mer, on appelle déjà à ce que toutes les législations existantes, et d'abord en France, d'abord regardons-nous, soient appliquées. Et après, on peut aller plus loin. Et c'est uniquement dans ces conditions qu'on aura une voix aussi qui pourra porter à l'international. Nous sommes très mobilisés dans le cadre des négociations que vous citez qui sont sous l'égide de l'ONU, et qui rassemblent 175 pays pour pouvoir réguler la production mondiale de plastique. Nous sommes mobilisés, la Fondation de la Mer, aux côtés de toutes ces ONG qui sont des observateurs actifs dans le cadre de ces négociations. Nous portons une voix forte, mais la voix de la France, la voix de l'Europe, elle sera entendue et forte si nous-mêmes, nous pouvons être exemplaires. Aujourd'hui, on ne l'est pas tout à fait. François Laine, les auditeurs là qui partent en vacances ou qui y sont et qui vont se baigner, vous avez analysé, vous avez fait des enquêtes dans pressesanté.com, votre site, sur la dangerosité pour la santé. Quelques exemples. Alors, parmi les malheurs qui frappent la mer, il y a les microplastiques dont vient de souligner maintenant l'importance. Il y a le méthylmercure qu'on a souligné, mais il y a aussi tout ce qui est les pollutions chimiques et bactériennes. Vous savez qu'il y a accessible, et je vous conseille de le consulter avant d'aller à la mer, il y a une carte française de la qualité de baignade des mers au regard des bactéries qui y sont présentes. Parce qu'une bactérie attrapée au bord de mer ou sur le sable, ça se fait assez facilement. Troubles gastriques, nausées, on se sent mal. C'est une intoxication qui est pas très lourde, mais qui est franchement pénalisante quand on est en vacances. Il y a les restes médicamenteux, il y a les restes de pesticides et d'engrais qui, par lessivage fluvial, se retrouvent en bord de mer. Il y a parfois, comme en Bretagne, on le sait, des algues, un type d'algues qui sont toxiques pour les hommes et les animaux en raison de l'afflux trop massif d'engrais sur les bords de mer qui font pousser les algues. En fait, oui, ce n'est pas l'algue qui naturellement est dangereuse pour l'homme, c'est l'action de l'homme qui la rend dangereuse. Non, enfin, c'est que la concentration de produits phytosanitaires les fait croître parce qu'elles aiment bien, comme nos plantes à nous, les plantes terrestres, elles croissent, elles meurent et en mourant, elles libèrent un gaz toxique. Ouais. Donc évidemment, avant d'aller au bord de mer, il y a des précautions à prendre, mais tout simplement en consultant des cartes qui sont publiques, très bien référencées, très bien sourcées. Il y a des endroits, on va dire, maillot jaune du Tour de France. Il y a des endroits verts, oui, tout à fait. Je crois que le palmarès cette année, c'est Lacanau. Ah, Lacanau, d'accord. C'est Lacanau, c'est l'eau la plus Pays Basque, au Pays Basque. Un peu plus haut. Oui, un petit peu plus haut, vers les Landes. Voilà. Un peu plus haut. Qui a un drapeau vert, c'est la qualité d'eau la meilleure en France actuellement. Et il y a des zones rouges en raison des industries qui sont là, en raison des villes qui sont là, en raison de l'évacuation des égouts encore qui se fait, même si l'eau a été traitée, c'est pas 100% traité, parce qu'il y a quand même des choses qui passent à travers les filtres qui sont pourtant bien faits d'épuration, notamment les substances pharmaceutiques. Qui elles passent dans l'eau. Bon, alors évidemment à la Fondation de la Mer, Alexandre Yashkin, là on a dit tiens, on va faire cette émission parce que vous nous alertiez sur les dangers du plastique et notamment cette conférence à Genève, je le rappelle, du 5 au 14 août, mais votre travail évidemment prend en compte alors ces gros bateaux par exemple, la pollution, François Laine a donné quelques exemples, mais là aussi c'est assez terrifiant de voir ce que les bateaux larguent dans la mer.
Oui, bien sûr, c'est terrifiant, mais 80% de la pollution en mer, elle vient de nos activités à terre. Donc, bien sûr, le transport maritime, et en particulier la croisière, a un impact absolument dévastateur. Mais ces 80% de pollution qui viennent de la Terre, c'est la majeure partie de la pollution, dont 85%, ce sont les plastiques. Pour ça que quand on parle des plastiques, c'est une manière assez simple parce que on peut alerter tout le monde. Les plastiques, ils sont dans notre quotidien, donc ça nous rejoint directement de comprendre que si je jette une bouteille en plastique dans la nature, elle va finir à la mer et que du coup je suis responsable moins de cette pollution des océans. Mais ça nous concerne aussi tous directement parce que c'est quelque chose qui nous